Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue ce matin pour notre dernière Delville Academy avant l'été. Alors, comme d'accoutumé, quelques mots sur Delville Management. Donc, notre cabinet est implanté en France, à Paris, à Lyon, à Lille, Nantes, Toulouse et Strasbourg, et à l'étranger avec une présence en Allemagne, en Italie et en Espagne. Nous sommes également organisés en practice sectorielle, nous permettant ainsi d'adresser tous les secteurs d'activité. Alors, la Delville Academy, comme vous le savez, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de vous, à l'instar ce matin de Frédéric Renaudot, que nous allons avoir le plaisir d'écouter. Alors, Frédéric, tu es contre-amiral, tu as parcouru les mers, tu intègres l'école navale en 1984, tu as exercé 3 commandements à la mer, 2 sous-marins nucléaires et un bâtiment de surface, donc le sous-marin nucléaire lanceur d'engins le Triomphant, le sous-marin nucléaire d'attaque l'Émeraude et groupe des bâtiments écoles et bâtiments écoles Léopard. Tu es officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite. Aujourd'hui, tu es conseiller défense, stratégie FR 2030 et fonds marins du pôle mer Bretagne-Atlantique, pôle de compétitivité dédié à l'innovation maritime, et également président de l'association Céladon Sea Test Base, qui conçoit, organise et conduit des essais en mer pour les industriels et acteurs de la recherche. La mer n'a donc plus de secret pour toi. Le maritime est donc un secteur en forte croissance, passionnant car multitechnologique, mécanique, électronique, nucléaire, biotech, etc., mais composé de marchés fragmentés et complexes, ce qui rend le passage à l'échelle particulièrement difficile. Donc Frédéric, tu vas nous parler des enjeux du maritime et de ses défis technologiques associés. Alors pendant cette intervention, je vous propose, comme d'habitude, de poser vos questions dans la partie Q&R en haut de votre écran. Et bien évidemment, nous y répondrons à la fin. Frédéric, je te laisse donc la parole. Merci beaucoup Delphine. Bonjour à toutes et tous et également merci à Delville Academy pour cette invitation sur effectivement un domaine qui est en croissance, qui est en évolution. Et j'ai essayé de vous faire partager ma passion dans mes activités actuelles d'accompagnement d'entreprises innovantes. Donc le milieu que nous adressons est ce que j'appelle le milieu aéromaritime, avec des spécificités. Donc c'est un milieu qui va de l'espace exo-atmosphérique jusqu'au très grand fond marin, donc au-delà de 6 000 mètres, et en passant par la surface de l'eau et la colonne d'eau. Et voilà, la grande distinction par rapport à d'autres milieux aéroterrestres, ben, c'est le fait on est loin de tout, on est en mer et dans des conditions qui sont extrêmement exigeantes et éprouvantes. Et on retrouve aussi voilà, beaucoup de compétiteurs, beaucoup d'enjeux, on y reviendra. Le secteur maritime en France, c'est aujourd'hui, alors ce sont des chiffres de fin 2023, début 2024 qui datent un petit peu, mais c'est 500 000 emplois directs, c'est 120 milliards d'euros de production, mais avec une forte croissance, un objectif d'atteindre le million d'emplois directs. Excusez-moi, il y a une coquille sur ma planche. Le million d'emplois directs en 2030 et puis, et puis une production de 150 milliards. Je vais vous décrire un petit peu je dirais les grands secteurs de marché, les grands secteurs d'activité du maritime. Donc, effectivement, dont tout le monde peut avoir connaissance ou conscience qui vient peut-être présent à l'esprit. Donc, je les mets un peu par ordre décroissant de nombre d'emplois. Donc, c'est le transport maritime. On parle beaucoup en ce moment parce que c'est la très grande majorité de la voie de nos approvisionnements. Mais derrière tout ça, ce sont également les ports, avec donc des grands ports maritimes en France, mais également beaucoup de ports dits concédés qui sont administrés ou concédés par les régions. Et c'est également le domaine de la pêche et de l'aquaculture ou des aquacultures au pluriel, parce que l'aquaculture, c'est à la fois sur terre, et ça peut être sur terre, et puis ça peut également être en mer.
avec des enjeux, je dirais peut-être d'implantation en France, si on veut, comment dire, devenir un petit peu plus souverain en termes d'alimentation. Et puis, je reviendrai sur les enjeux de pêche, enfin voilà, un secteur qui est un peu à la croisée des chemins en ce moment. C'est aussi bien sûr l'industrie navale côté civil avec notamment les chantiers de l'Atlantique, mais d'autres encore. Et puis côté défense avec Naval Group, mais aussi de beaux chantiers de taille intermédiaire comme Piriou, les constructions mécaniques de Normandie ou encore Socaredam, et j'en oublie. C'est le secteur de la défense, et moi je vais plutôt dire le secteur du régalien, c'est-à-dire qui couvre à la fois l'action militaire, ce qu'on appelle le combat naval, et puis l'action de l'État en mer. C'est l'action de toutes les administrations, c'est la surveillance maritime, ce sont les luttes contre les trafics illicites comme le trafic de drogue qui explose complètement, mais également, comment dire, euh, le traitement des flux migratoires, la lutte, enfin, la surveillance et la lutte contre les pollutions en mer, et j'en oublie certainement, et puis également voilà, la connaissance de nos espaces dans un contexte de retour en souveraineté. C'est aussi un fleuron français que le nautisme, et puis derrière la course au large, hein, qui est un beau vecteur d'innovation technologique, comme la Formule 1 pour l'automobile. Ce sont toutes les activités de l'offshore, avec l'oil and gas, qui est toujours très présent, et c'est lui qui fait vivre aujourd'hui nos entreprises qui sont sur ce secteur-là et qui se diversifient et s'orientent effectivement vers les énergies marines renouvelables. euh, avec une ambition très forte qui a été confirmée dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, troisième édition, au printemps dernier. La première est datée de mémoire de 2020, avec un objectif de 45 gigawatts de production en 2050. Et voilà, pour donner un ordre de grandeur, il faudrait faire à peu près entre 50 et 100 fois le premier champ d'éolien en mer, qui est celui de Saint-Nazaire. Aujourd'hui, on en a 4. C'est également le domaine de la recherche scientifique, de la connaissance et de la surveillance environnementale. Voilà, on a une très faible finalement connaissance de nos océans, en particulier des fonds marins, où on n'en connaît même pas 20%. Et puis un secteur qui est transverse, mais qui est aussi spécifique au maritime, qui est le spatial, parce que pour communiquer, pour détecter, surveiller, et aussi se positionner, eh bien, il n'y a que le spatial, ou quasiment que le spatial, et secteur qui est en forte évolution, comme vous le savez, avec l'arrivée du New Space. Et ce qui caractérise donc ce secteur d'activité maritime qui est en croissance, comme le disait Delphine en introduction, c'est un secteur qui est complètement multi-technologie, puisqu'on adresse aussi bien des domaines comme ceux de la mécanique, des énergies, des systèmes embarqués, de l'électronique, des capacités de détection, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi de numérique, d'IA, de cyber, d'infrastructures portuaires, donc là on est dans le domaine du BTP, et puis, mais aussi tout ce qui touche au vivant, pour la pêche et l'aquaculture. Donc voilà, c'est la pêche et l'aquaculture en tant que telle, mais ce sont aussi les biotechnologies qui sont destinées à l'alimentation ou encore à la santé. Donc, ouais, c'est un secteur d'activité qui est un petit peu atomisé, avec, si on se rapporte ça effectivement au chiffre d'affaires global, donc qui est assez fragmenté, et qui est sur des flux financiers qui sont assez limités. Et ce que l'on peut en dire, c'est que cette croissance, et ça va être l'objet principal de mon propos que je vais vous partager, c'est qu'elle est portée par cette innovation sur des technologies qui sont très variées. Donc je vais commencer parce que c'est d'actualité, et puis c'est un petit peu mon passé. Moi, j'ai fait beaucoup de transformations quand j'étais à la direction du ministère, puisque j'en étais responsable à un moment de décroissance après la crise de 2008. Je m'en suis occupé pour la marine, et puis de 2011 à 2014 pour l'ensemble du ministère,
on devait supprimer 8500 emplois par an. Et maintenant, on est dans une phase de forte croissance. Donc, le budget aura doublé à l'horizon 2030. Et donc, les enjeux sont complètement différents. Voilà. Donc, ce qui caractérise effectivement les besoins technologiques liés à la défense en mer et au combat militaire, c'est ce que l'on appelle le combat de haute intensité, euh, c'est-à-dire maintenant la capacité à délivrer des armes, mais également à encaisser des coups et à être résilient avec des puissances de feu qui sont importantes. Mais c'est également, on le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit également, on l'a vu en mer Rouge avec les Houthis, ce sont les menaces hybrides. Donc typiquement, ce sont les drones, mais pas que. Et puis, c'est aussi l'ouverture de nouveaux champs de conflictualité. S'agissant du maritime, il y a un champ qui s'est ouvert parce que la technologie le permet, c'est le champ des fonds marins ou des grands fonds marins. Aujourd'hui, on est capable, on le voit avec les câbles sous-marins, c'est un enjeu qui est énorme, et bien des compétiteurs ou des puissances potentiellement hostiles, l'actualité l'a montré, ben, peuvent venir finalement agresser ces câbles. Il faut pouvoir les protéger, mais il faut aussi pouvoir des fois intervenir pour aller récupérer des objets qui, si nous on le faisait pas, ce seraient nos compétiteurs qui le feraient. On a des sujets plus généralement de protection d'infrastructures maritimes critiques. Donc ça, c'est le premier champ de conflictualité. On en a un deuxième ou de compétition, et c'est lié au changement climatique. Ce sont on va dire, les espaces polaires et particulièrement le Grand Nord, avec la fonte des glaces. Et aujourd'hui, des enjeux d'accès aux ressources, d'accès à ces zones autour du pôle Nord, mais aussi de capacité à naviguer dans ces environnements, à naviguer, à opérer dans ces environnements extrêmes. Voilà. Et donc voilà, donc ce sont des défis qui sont parfois euh, très monovalents en termes de nouvelles armes, les armes à énergie dirigée, des capacités de résilience comment dire, des navires. Mais c'est également on y reviendra avec la dronisation, mais c'est la capacité à opérer, mais à lutter également contre des drones, et à maîtriser ces espaces. Donc j'ai parlé des fonds marins, j'ai parlé du Grand Nord, mais on pourrait également parler de la cyber appliquée au maritime, ou encore, et ça c'est pas lié qu'au maritime, mais c'est ce qu'on appelle le champ informationnel. C'est aussi une voie, enfin plutôt un domaine que s'adressent finalement ceux qui s'opposent dans le champ de la défense. Un deuxième axe qui prend de l'importance euh, depuis maintenant 2-3 ans, et c'est dans ce contexte finalement de nouveaux compétiteurs, mais surtout de retour en souveraineté, souveraineté nationale, souveraineté européenne. C'est le sujet de la surveillance maritime et de la protection finalement d'infrastructures critiques. Donc c'est un sujet dont l'Union européenne s'est saisie avec une directive sur la résilience des entités critiques et qui va fixer un certain nombre de normes. Il y aura des transpositions également en droit français. Et aujourd'hui, eh bien, comment dire, on a des besoins on n'avait pas forcément identifié, ou en tout cas que les donneurs d'ordre n'avaient pas mis sur le haut de la pile en matière de surveillance maritime et de capacité d'intervention. Donc là, l'idée, c'est de savoir ce qui se passe finalement dans ces espaces au-dessus de l'eau comme sous l'eau. Donc ça peut concerner des ports, comme je le disais, des approches portuaires, mais ça concerne également les champs d'éolien en mer. Il y a 2 ans, il y a encore 2 ans, les, il y avait comment dire, des équipements quelque part minimaux qui visaient à assurer finalement la sécurité nautique, éviter qu'un bateau rentre, je dirais, de façon fortuite dans le champ et entre en collision. Là, il y a une volonté des opérateurs, mais il y a également une volonté de la puissance publique qui a produit très récemment une stratégie nationale de sûreté maritime, et bien d'avoir
d'avoir cette capacité de détection, de maîtrise finalement de ces espaces à la surface de l'eau comme sous l'eau, et de remontée de ces informations et de gestion de crise. Donc ça va faire appel finalement à des capacités de détection innovantes. Donc on va travailler sur des radars peut-être un petit peu plus spécifiques. Ça c'est pour la partie au-dessus de la surface. Je vous donne une autre innovation parce que on commence à les voir. Alors après les attentats de 2015, on l'a appliqué à la protection des infrastructures terrestres. C'est tout ce qui est ballon captif ou drone aérien captif, donc depuis des plateformes en mer, mais ou également depuis des bateaux. On a des entreprises qui se sont créées là-dessus ou qui ont diversifié leurs activités. On a bien évidemment le spatial, et puis on va avoir la détection sous l'eau et la détection sous-marine qui, jusqu'à présent, se faisait assez classiquement par le canal du son, qui est le canal acoustique, parce que le son se propage 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Il a ses limites parce que ça peut pas détecter des objets enfouis. On a des débits qui sont pas forcément très importants. Et voilà, donc on explore finalement d'autres canaux de détection, comme l'électricité sous l'eau. Voilà, c'est assez, enfin, c'est pas qu'anecdotique, mais on s'inspire de technologies biomimétiques, c'est-à-dire de ce que font des poissons qui évoluent en eau turpide et qui génèrent un champ électrique devant eux. Et donc, lorsqu'ils rencontrent un objet, la déformation du champ électrique va permettre de positionner, mais également de caractériser l'objet. Et puis, on peut aussi détecter, je dirais, les champs électriques rayonnés par les bateaux. On a également de la détection par de la photonique, donc ça s'appelle la détection distribuée par fibre optique. C'est un domaine dans lequel la France est extrêmement en pointe, c'est-à-dire qu'on utilise une fibre optique existante, on injecte un signal lumineux, ce signal il est sensible au son, aux déformations mécaniques et également aux évolutions de température. Et donc ça offre une capacité finalement sur des câbles sous-marins qui vont traverser finalement de grands espaces, et bien d'avoir des capacités de détection de ce qui se passe sous l'eau. Voilà, on va améliorer évidemment la détection acoustique, et puis on va également améliorer nos performances en matière de détection optique sous l'eau, parce que sous l'eau, il fait très noir, mais voilà, on peut quelque part éclairer. Et puis pour être complet, là, alors, montrer un peu toutes les innovations technologiques dans le domaine de la détection. On travaille également dans la photonique, le spectre des images. Et donc là, je pense aux imageries hyperspectrales qui permettent depuis finalement un drone aérien de détecter des petits objets, de franchir le dioptre, c'est-à-dire de détecter un petit peu sous l'eau. Voilà. Et, on va aussi avoir des points d'application. Je reviens sur le domaine de la défense pour détecter des mines dérivantes, qui est complètement un sujet d'actualité, qui sont à la surface de l'eau ou juste sous l'eau. J'en viens maintenant au domaine de la dronisation. Donc, vous voyez beaucoup de drones finalement aériens. Ça a commencé maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, ça, c'est un marché qui explose complètement, aussi bien aux Amériques qu'en Asie et désormais aussi en France, hein. Donc c'est la capacité à déployer des engins autonomes, donc on appelle ça des drones ou des navires autonomes, qui peuvent être de surface ou sous-marin, voire aériens au-dessus de l'eau, ou avec des actions effectivement combinées euh, pour différentes sortes de missions. Donc on voit bien la défense avec le sujet de lutte contre les mines, avec des actions dans le combat militaire, mais également pour la surveillance de nos espaces. Mais on va également utiliser ces drones pour des missions d'inspection, des pales d'éoliennes, enfin plutôt des ancrages d'éoliennes si on est sous l'eau, ou des pales d'éoliennes après une tempête au-dessus de l'eau, ou encore des missions de logistique. Voilà. Donc cette dronisation, c'est un domaine qui est en très forte croissance, avec des champions français. Bon, il y en a un qui vient de faire l'actualité, c'est Exail, enfin qui est anciennement XBlue Eka, voilà, donc ce sont des gens qui sont très présents dans notre écosystème, mais également Thales, et puis toute une série de PME ETI innovantes, surtout dans les drones sous-marins. Voilà. Un autre domaine qui est plus mécanique, qui est celui de la résilience et aussi
la sécurité des biens des personnes. Ce sont deux sujets qui sont distincts. Donc voilà, la résilience, pourquoi j'en parle, c'est parce que le retour du combat de haute intensité fait qu'on va avoir des bateaux qui vont prendre des coups et qui vont devoir résister à cela. Et puis, l'autre facteur, c'est celui du changement climatique qui fait que on va avoir des états de mer beaucoup plus importants et donc des conditions d'environnement bien plus éprouvantes. Et donc, et ça vaut aussi bien pour des bateaux de pêche que pour des bateaux militaires ou des bateaux marchands. Donc, il faut que nos plateformes navales soient beaucoup plus résistantes. Et donc, ça fait appel à des technologies, alors en termes d'architecture navale non seulement, mais également de monitoring des structures. Là aussi, on va pouvoir utiliser la détection distribuée par fibre optique et le monitoring de structures. Mais voilà, et puis il va faire appel aussi à des technologies numériques. Et vous voyez bien que finalement, tous ces axes d'innovation technologique se croisent les uns avec les autres. Et puis, sur la sécurité des personnes, ben, il nous faut aussi, ça fait peut-être appel davantage aux sciences humaines et sociales, mais également la combinaison plutôt entre les sciences de la nature, les sciences dures et les sciences humaines et sociales, euh, pour avoir donc des équipages qui soient dits augmentés. On va parler de marins augmentés. Et puis enfin, le sauvetage en mer, on a un sujet aujourd'hui, c'est la capacité à sauver des flux de migrants, notamment en Manche ou en Méditerranée, à les détecter et à opérer. Donc ça, c'est un sujet qui monte un petit peu en puissance, là. J'ai parlé effectivement du spatial tout à l'heure et de l'arrivée effectivement du New Space. Au-delà des trois grands domaines de cas d'usage, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va utiliser, nous, le spatial comme un moyen combiné, complémentaire par rapport aux autres sources de détection. Donc, on peut imaginer du spatial haute altitude, du spatial effectivement basse altitude, comment dire, des essaims de drones aériens, donc on va être plus bas en altitude, mais qui vont pouvoir apporter des informations complémentaires, puis effectivement des drones de surface ou des moyens fixes de détection, et puis également sous l'eau. On travaille aussi, nous, la complémentarité entre des moyens de détection sous-marine avec des capacités de détection issues de satellites en basse altitude. La data et l'IA, et vous le voyez bien à travers cette description, comment dire, prend une importance croissante au-delà finalement des enjeux transverses que l'on peut trouver dans toute entreprise par rapport à son développement, utilisant de l'IA générative par exemple. Et là, on va avoir des cas d'usage spécifiques. J'en ai recensé à peu près une dizaine, je ne vais pas vous les énumérer, mais aujourd'hui, pour améliorer des capacités de détection que je vous ai un peu présentées, eh bien, on va coupler ça avec effectivement de l'intelligence artificielle. Allez, je vous donne juste un exemple qui concerne la course au large, mais maintenant on a plein de champs d'application. C'est la détection des objets flottants non identifiés, et donc c'est bien de l'optronique couplé à de l'IA, avec de l'apprentissage qui va nous faire effectivement progresser là-dedans. Et maintenant, on va pouvoir trouver aussi d'autres d'autres domaines d'application. Euh, nos besoins de détection font que finalement la, la détection, je dirais, fiable et un petit peu étanche et complète, passera par une combinaison des différentes sources et donc de la fusion de ces données issues de sources différentes, de capteurs différents, et donc avec un traitement IA. Là, pour vous donner un exemple, pour la dronisation, le management de missions de drone, c'est-à-dire préparer, conduire en temps réel, comment dire, reformer, comment dire, réordonner la mission, eh bien, ça va également faire appel à de l'IA, le monitoring des plateformes aussi. Voilà. Et puis, dans le domaine de la connaissance et de la surveillance environnementale, j'y reviendrai tout à l'heure, mais bah, pour mieux nous protéger, il faut anticiper donc les phénomènes, ça tout le monde le sait, et pour anticiper les phénomènes, il faut bien appréhender, bien comprendre les dynamiques. Et pour comprendre les dynamiques, eh bien, il faut multiplier les points de mesure. Et donc, on a besoin de collecter davantage. Donc, c'est aussi à ça que nous servent les drones, les capteurs. Mais ça veut dire qu'à la mer, on va alors, charrier, le terme est un petit peu impropre, mais on va collecter de plus en plus de données qu'on va devoir traiter. On ne pourra pas tout transmettre à terre. Et donc, on va avoir finalement des enjeux de traitement par de l'IA de ces données en mer. Bon, ça renvoie aussi à des notions d'edge computing. Le quantique, évidemment, et ça c'est un sujet qui est nouveau, qu'on commence à adresser en application maritime depuis, au-delà de la recherche maintenant, mais en,
niveau technologique et de la R&D des entreprises. Donc, on va adresser, nous, des cas d'usage au niveau, quelque part, des capteurs, au niveau des systèmes de positionnement, puis également de la communication. Un autre enjeu, et ça pour le coup c'est un driver important parce que la communauté internationale, voilà, le droit international maritime est extrêmement important parce que la haute mer est très très vaste. Quand on se repose des questions sur le droit international en ce moment, a réussi à s'accorder pour se fixer un objectif, là aussi, très important, très ambitieux de décarbonation du transport maritime à l'horizon 2050, et donc c'est de la décarbonation totale. Donc on va devoir imaginer effectivement d'autres solutions, ce sera une combinaison de solutions. On va bien évidemment travailler sur la forme des carènes, et quand vous voyez effectivement les nouveaux bateaux sortir, c'est un petit peu différent. On va travailler sur les questions de fouling, hein, donc des questions de traitement de ces carènes pour qu'elles restent propres. Mais on va travailler également sur des questions de routage pour essayer d'aller sur des routes où on n'a pas le vent de face et où la mer nous malmène. Mais on va surtout travailler les nouveaux modes de propulsion. Il y a des modes de propulsion qui sont décarbonés. Donc il y en a un sur lequel la France est en pointe. Voilà, est vraiment en pointe avec une vraie filière. Maintenant, la question, c'est le passage à l'échelle et le modèle économique, parce que ça coûte un petit peu plus cher. C'est le sujet de la propulsion vélique. Donc, pas la propulsion à la voile, mais la propulsion qui utilise finalement la force du vent, parce que là aussi, il y a plusieurs solutions. Et on a des bateaux maintenant qui opèrent par la propulsion à la voile, donc qui ont des activités commerciales dans ce domaine. On a également, bon, bien sûr, le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène qui était beaucoup à la mode, mais ça concernera peut-être des bateaux de tonnage modeste, des carburants de synthèse, et puis on a relancé effectivement un chantier autour de la propulsion nucléaire civile. Et France 2030 a beaucoup apporté là-dedans parce qu'elle a subventionné continue à subventionner des innovations sur des réacteurs qu'on appelle de quatrième génération. Les EPR sont des réacteurs de troisième génération. Et donc ces réacteurs de quatrième génération vont être beaucoup plus petits et également beaucoup plus sûrs et permettant une mise en œuvre avec du personnel moins qualifié. Donc c'est l'objectif qui est visé. Et pourquoi ne pas mettre effectivement équiper des bateaux? Donc, ce ne sera pas les mêmes exigences que pour les bateaux militaires, des mini-réacteurs. Voilà pour la décarbonation du transport maritime. Je pourrais l'étendre. Non, j'y reviendrai sur les ports. Excusez-moi, je vais passer maintenant aux navires intelligents et quelque part aux marins, aux marins augmentés dont j'ai un petit peu parlé. On va comment dire, les capacités de détection, les capacités de traitement du numérique fait que on va pouvoir mettre à disposition des équipages de plus en plus de données, de plus en plus d'informations. Mais derrière, il faut que finalement ces équipages ne soient pas saturés parce que trop d'informations tue l'information par ces informations, et travailler aussi sur la représentation et la diffusion de l'information nécessaire et suffisante, qu'elle soit strictement utile. Et donc, c'est une combinaison, là encore, finalement, de technologie, mais également de sciences humaines et sociales. Le chantier industriel, bah, comme toute industrie, l'industrie 4.0, ça concerne également les chantiers navals, à la fois pour la construction des bateaux et puis également comment dire, les activités de maintien en condition opérationnelle, de réparation. Euh, on va avoir euh, ouais, deux axes. Celui des jumeaux numériques, euh, et de façon à pouvoir quelque part mieux planifier les actions industrielles d'un chantier de construction d'un bateau, parce que c'est une ruche, en fait, un chantier naval, et donc il faut pouvoir optimiser quelque part l'emploi des équipes, et ça peut se préparer avec des jumeaux numériques. Voilà, donc on a des sujets effectivement là-dessus, et puis également, là, ça fait appel aux besoins d'autonomie des bateaux pour pouvoir réparer à la mer, et c'est là où la fabrication additive intervient. Donc on commence effectivement à en faire, mais avec encore des voies d'amélioration. On a abordé déjà un petit peu le sujet des énergies marines renouvelables pour vous donner un petit peu comment dire, les objectifs qui sont ambitieux. Euh,
je reviens sur l'objectif de 45 gigawatts à l'horizon 2050. Le premier champ qui a été comment dire, livré, inauguré, c'est celui de Saint-Nazaire, il y a quelques années. La puissance unitaire, enfin la puissance du champ de Saint-Nazaire, c'est 500 mégawatts. Donc, si on voulait atteindre l'objectif, il faudrait faire 100 fois le champ de Saint-Nazaire. Bon, la puissance unitaire des champs va quelque part augmenter, mais on voit l'ambition et on voit également comment dire, la dimension, l'échelle que ça va représenter le long de nos côtes, que ce soit en Méditerranée et également en Atlantique. Euh, si tant est que les objectifs politiques, quelque part, restent les mêmes, mais les énergies marines renouvelables emportent une chaîne de valeur, plutôt couvrent une chaîne de valeur extrêmement vaste et différentes phases. C'est-à-dire qu'on a comment dire, des opérations préalables dès lors qu'un appel d'offres a été initié, de surveille, de surveillance pour trouver la bonne zone d'implantation du champ, pour vérifier, pour évaluer l'impact environnemental. Il y a des directives européennes à ce sujet, pour concevoir le champ, puis après une grosse phase de construction, puis après une phase de mise en œuvre. Et derrière, eh bien, ça fait appel vraiment là aussi à des métiers de nature très différentes, puisque j'ai parlé d'études environnementales, on aura des sujets de logistique, on aura des sujets de BTP, on aura des sujets de chaudronnerie, de tôlerie, mais également, puisque ça produit de l'électricité, et bien de gestion de l'électricité, et également de gestion des données. Donc on est sur finalement un spectre d'activités ou de compétences, une chaîne de valeur extrêmement, extrêmement vaste. Et on aura même jusqu'à avoir des ports dédiés à cela, et sur des étendues qui vont être très importantes, parce que l'avenir maintenant de l'éolien en mer n'est pas, enfin, on va avoir des champs qui sont près des côtes, comme Saint-Brieuc, comme Saint-Nazaire, Fécamp, ou le Tréport. Mais l'avenir, ce sont les champs d'éoliens plus au large, parce que les régimes de vent sont plus réguliers. Et là, on ne sera pas sur des éoliennes qui seront posées, on sera sur des éoliennes qui seront ancrées par grand fond. Et en Méditerranée, comme les fonds tombent tout de suite à 2500 mètres, eh bien, ce sera une nécessité. Donc là, c'est toute une activité industrielle qui pourrait se développer. Voilà. Si on tient effectivement les objectifs politiques. Comme je le disais, l'oil and gas, bah, c'est un secteur qui existe toujours, qui est toujours en développement, et c'est lui qui fait vivre, en termes de chiffre d'affaires, finalement, nos entreprises de l'offshore. Et sur le oil and gas, en fait, c'est l'utilisation finalement des engins autonomes, des robots sous-marins et donc ce sont des activités quelque part décarbonantes de l'oil and gas, et qui permettent eh bien, d'avoir des opérations, des activités beaucoup plus efficientes. Donc ça renvoie effectivement vers le sujet des fonds marins, qui est extrêmement vaste et qui est dual. Donc on a parlé effectivement des applications défense, mais aujourd'hui on a un vrai besoin de connaissances environnementales, parce qu'on ne connaît même pas 20% de nos fonds marins. Et c'est un puits de biodiversité, c'est un puits de captation de carbone. On doit pouvoir se déterminer, c'est aussi, comment dire, par rapport à ce que l'on veut faire, alors en national, mais au niveau international, et là je pense à l'autorité internationale des fonds marins, en matière d'exploitation minière. Tous les pays n'ont pas la même position, entre le Japon, la Norvège d'un côté, la France de l'autre, mais on doit préalablement, effectivement, évaluer l'impact environnemental d'activités, quelque part d'exploitation, dans les fonds marins. Voilà. La pêche aujourd'hui est un secteur qui est un peu à la croisée des chemins, parce qu'on a besoin finalement de monter en puissance en matière de souveraineté alimentaire. On a eu des sujets effectivement avec le Brexit, on a une flotte qui est vieillissante, on a des objectifs de décarbonation de cette flotte-là, on a également des quotas de pêche. Donc tout cela est extrêmement, si je rajoute le prix du gazole, est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, je dirais les axes d'évolution, c'est de faire de la pêche intelligente, c'est-à-dire avec de la sélectivité effectivement des prises. Donc on va quelque part instrumenter les poissons, on va également mettre des répulseurs sur certains filets pour éviter que les dauphins se prennent dedans. Là, donc ça, c'est la partie un peu technique de pêche. Et puis on va également avoir des progrès à faire en matière de décarbonation des bateaux, sans pour autant que ça réduise finalement leur capacité d'emport de poissons, et puis que ce soit quelque part que ce soit exploitable.
L'aquaculture, comme je le disais, si on veut gagner en souveraineté alimentaire, bah, il va falloir accepter effectivement de faire de l'aquaculture en France, que ce soit en mer ou sur terre. Il y a eu des débats autour de Bordeaux récemment, mais je pense que c'est un vrai axe. Et aujourd'hui, on a aussi, comment dire, avec un objectif d'économie circulaire, de belles pépites, de belles entreprises innovantes qui vont faire de ce que l'on appelle de l'aquaponie. Allez, je vais vous prendre un exemple sur la fabrication d'ormeaux qu'on va faire quelque part en bassin. On va les alimenter avec des algues et ces algues vont comment dire, se développer grâce à grâce aux déjections de ces ormeaux et on arrive comme ça en boucle courte effectivement à produire. On peut le faire avec des gambas. Il y a d'autres cas d'usage et on commence à avoir effectivement quelques entreprises dans ce domaine. En tout cas, c'est un sujet d'avenir. Les biotechnologies par rapport à l'alimentation, mais également à la santé. Je citerai l'exemple du ver marin qui a une formule sanguine qui est quelque part qui est universelle et qui va pouvoir quelque part aider aussi à la reconstitution des peaux. Voilà, donc il y a des technologies marines qui s'appliquent à la santé. Je vous ai parlé du besoin de connaissances et de surveillance environnementale. Les sujets de protection et d'aménagement du littoral sont importants aussi pour comment dire, traiter le sujet de l'érosion côtière et de la montée des eaux, voilà, qui est une vraie problématique. Et donc, il faut pouvoir finalement modéliser notre environnement marin au plus près des côtes. Donc, on a besoin de connaissances finalement de la haute mer et des fonds marins, mais également d'une connaissance un peu spécifique des zones littorales et pouvoir modéliser ça et avoir finalement des aménagements littoraux en toute connaissance de cause. Et ça fait appel, donc là aussi, à des capacités de détection, mais également à des capacités de simulation et, en allant plus loin, à des jumeaux numériques. Les infrastructures portuaires, là, il y a énormément de choses à faire. On a trois grands domaines de transformation de nos ports, infrastructurel, écologique et numérique. Infrastructurel, on l'a un peu abordé avec les autres sujets, celui de la montée des eaux que je viens d'évoquer, fait qu'on va devoir se préparer à cette montée des eaux et donc à trouver effectivement des solutions pour nos ports. L'éolien en mer, quand vous voyez la taille, l'envergure d'une pale d'éolienne, eh bien, il va falloir de gigantesques superficies pour accueillir ces pales d'éoliennes avant de les amener sur l'eau, assembler les éoliennes, et ça nécessite effectivement de l'espace. Et puis le troisième facteur de transformation structurelle, c'est celui de l'accueil des nouveaux modes de propulsion. Et donc pour un port, eh bien, délivrer finalement du gaz naturel liquéfié, de l'ammoniac, de l'hydrogène, voire avec des capacités d'accueil de bateaux à propulsion nucléaire, c'est pas exactement la même chose. Et là, on a aujourd'hui un petit blocage qui est la poule de l'œuf, hein, savoir finalement par quel bout commencer. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet de transformation. Le deuxième, c'est celui de la décarbonation, parce qu'un port, ce n'est pas qu'une capitainerie et des quais où on va garer les bateaux, c'est toute une activité industrielle qui est énorme. Et il n'y a pas plus carbonant finalement, plus polluant qu'un grand port maritime. Et donc, il y a un objectif de décarbonation de ces activités, voilà, que ce soit des terminaux méthaniers, terminaux céréaliers, etc. Et ça passe par une augmentation très importante de l'alimentation électrique pour opérer cette décarbonation et que le réseau RTE ne pourra pas forcément fournir. Et donc, on a des enjeux de production autonome d'électricité dans les ports et ça renvoie, nous, à nos mini-réacteurs nucléaires. C'est un cas d'usage peut-être qui viendra peut-être avant celui de la propulsion civile. Et le troisième, il y aura également des sujets de filtration, de réduction des pollutions. Et en matière numérique, eh bien là aussi, les ports ont une activité commerciale entre la mer et la terre avec des échanges de données qui sont énormes, qui sont aujourd'hui finalement très cloisonnés, qu'il faut pouvoir décloisonner, mais avec des garanties finalement de confidentialité et de protection. Et donc ça renvoie à des besoins que l'on appelle de port community system ou de cargo community system.
Donc, j'ai couvert également le sujet de la digitalisation des ports et de leur décarbonation. Je pense que j'ai à peu près terminé ce panorama et par rapport effectivement à ce qui vous réunit aujourd'hui, qui est celui finalement de la transformation des organisations, ce que l'on peut dire finalement par rapport à cette description, bon, peut-être un petit peu décousue, je m'en excuse, c'est que comment dire, les évolutions en termes de transformation vont concerner le champ des compétences au niveau de l'ingénierie, ce qu'on en appelle l'ingénierie maritime et de nos ingénieurs. Vous voyez que finalement, ces activités comment dire, sont placées dans une chaîne de valeur qui est extrêmement vaste. Voilà. Et c'est une combinaison de plusieurs technologies. Et donc, nos ingénieurs, en fait, vont devoir intégrer, assimiler cette chaîne de valeur qui est très large et qui est très pluridisciplinaire. Voilà. Euh, le maritime a ses spécificités, ses exigences, parce qu'encore une fois, il est très loin de la terre. On a des tas de contraintes, c'est des environnements qui sont éprouvants. Et donc, il y a une logique enfin, il y a un besoin de compréhension de ce milieu aéromaritime par effectivement les gens qui vont opérer dans ce domaine, qui ne sont pas forcément des marins. Donc, quelque part, il va falloir maritimiser finalement des compétences que l'on a dans le domaine de terrestre. La mer est un espace de souveraineté. La défense prend de plus en plus d'importance et donc on va devoir adresser ces enjeux de souveraineté et de protection et intégrer. Voilà. Aujourd'hui, il faut pouvoir se protéger en cyber, il faut pouvoir se protéger physiquement. Voilà. On voit des entreprises qui brûlent des ateliers. Et le deuxième axe, qui est celui alors qu'on trouve aujourd'hui dans la défense, finalement, c'est celui de l'accélération industrielle, parce qu'il faut délivrer quelque part davantage dans un contexte effectivement d'une supply chain, on va dire, souveraine. Voilà. Donc on le vit pour la défense aujourd'hui. Et si on va jusqu'au bout, et on peut le souhaiter, comment dire, des objectifs de développement des éoliennes en mer, on aura ce sujet également d'accélération industrielle. On a un enjeu, alors là, pour le coup, c'est un mal français. C'est-à-dire qu'on est très bon, on l'a vu avec France 2030, 54 milliards d'investissements dans la R&D. On est très bon finalement dans la subvention, l'accompagnement de la R&D, de l'innovation. Mais derrière, c'est le marché, c'est l'accès au marché, c'est le passage à l'échelle, c'est l'amorçage. Il manque finalement ce deuxième étage de fusée. Maintenant, nos finances publiques sont ce qu'elles sont. Il faut pouvoir trouver des solutions qui pourraient peut-être s'inscrire dans un cadre plus large que j'appelle le marché occidental ou le marché européen et essayer finalement de mieux travailler les dispositifs à l'Europe. Mais on a un vrai sujet de passage à l'échelle. Mais en tout cas, nous, notre marché, le marché maritime, c'est un marché enfin, qui est mondial. On l'a vu pour les drones, on le voit pour la défense, on le voit pour les EMR. Finalement, la France est vraiment en retard par rapport à d'autres pays. Et donc aujourd'hui, nos entreprises du maritime donc sont duales, civile défense, pour une très grande majorité, enfin une majorité d'entre elles, mais également ont une part de chiffre d'affaires à l'export qui est très important, environ 70%. Et donc il faut pouvoir être encore meilleur finalement sur ce marché mondial, montrer nos capacités, amorcer au niveau national, avoir une référence quelque part nationale, et puis se transformer, enfin plutôt se développer à l'export. Voilà. Et puis, dernier point, il faut pouvoir intégrer finalement des nouveaux modes de conduite. Quand je vous ai parlé de propulsion à la voile, eh bien voilà, ce sont des modes de propulsion qui sont innovants. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir un petit peu sur les axes de transformation. Et 9h12, je pense que j'ai tenu les délais, ma chère Delphine. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, nous avons des questions et Maëlle va te les poser. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, la première question qu'on a, c'est pourquoi ignorer la grande plaisance qui brasse des masses d'argent sans cesse en croissance? Les chantiers navals de la Ciotat ou de la Seine-sur-Mer qui rénovent les méga-yachts ou plus bêtement la navigation de ces méga-yachts de plus en plus nombreux sur la côte. Ok, merci de cette question. C'est vrai que alors j'ai parlé du nautisme dans les domaines d'activité parce que ça couvre effectivement beaucoup d'emplois. C'est un secteur sur lequel effectivement on est quelque part on est en forte, enfin on est champion en France. Donc oui, c'est un secteur d'activité quelque part qui est important.
En termes d'innovation technologique, ce qui drive, c'est le domaine de la course au large, où on a aussi de très beaux organisateurs de course au large. J'ai cité l'exemple effectivement de la détection des objets flottants non identifiés, la résilience quelque part des équipages, les skippers sont hyper monitorés. Comment dire, la résilience, le monitoring des plateformes aujourd'hui, voilà, comment dire, les ultimes, comme les IMOCA sont bardés de capteurs et voilà, la fibre optique s'est mis un petit peu de là et donc tout ce qui est enfin tout ce qui est numérisation, fusion de données, c'est traité et on a des cas d'usage dans comment dire, pour l'ensemble du marché du maritime. Maintenant, le marché du nautisme, où on a effectivement la grande plaisance avec les gros yachts. Donc ça, c'est un business qui est celui du luxe, qui existera effectivement toujours. Et puis, il y a comment dire, la plaisance classique avec un peu enfin, les chantiers Beneteau qui ont un effet volume. C'est un marché qui est un petit peu chaotique en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a eu un effet Covid qui fait que en fait le besoin finalement d'aller en mer, le besoin de nature fait que les carnets de commandes se sont remplis et aujourd'hui on est dans un creux d'activité et puis il y a également voilà, une évolution de la réglementation qui fait que la plaisance va être plus taxée. Voilà, et plus contrainte. Et donc grande plaisance de luxe, oui, ça existe, et avec comment dire, des clients qui d'ailleurs qui sont pas forcément en France, mais je pense plutôt au Moyen-Orient. Ça peut être un marché aussi qui est dual, les bateaux sur foil. J'en ai pas parlé. C'est aussi un axe d'innovation, les plans porteurs hydrodynamiques, et aujourd'hui on peut avoir des bateaux de plaisance sur foil. Euh, et mais, euh, mais le sujet de préoccupation, il va être sur je dirais, la plaisance un peu standard, où on est un peu dans le creux de la vague en ce moment. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui est donc entre les grands fonds marins, les systèmes autonomes, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, les défis technologiques se multiplient. Quels sont les domaines où les entreprises devront avant tout réussir une transformation organisationnelle et où le recours à un manager de transition serait intéressant? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup. On a quand même plus, enfin, cette innovation, elle vient aussi de la recherche. Je ne veux pas parler du couplage qui est essentiel entre la recherche et l'innovation technologique, mais on a effectivement pas mal d'entreprises qui se sont créées sur des solutions qui sont innovantes, très performantes, euh, issues de travaux de recherche. Voilà. Où finalement le dirigeant d'entreprise est, euh, est un homme qui est passionné de R&D. Quand il arrive à passer à l'échelle, on a de très belles success stories. On a effectivement ce risque de crise de croissance. Et là, alors, soit il recrute un DG pour structurer un petit peu son entreprise, soit effectivement ça peut peut-être lui coûter moins cher, il prend un manager de transition. Et aujourd'hui, il y a un besoin effectivement pour ces entreprises qui vont se grandir. Donc, je parle d'une entreprise de 10, 12, 15 personnes qui vont grandir, qui vont avoir un peu de chiffre d'affaires. Euh, on aura le sujet de la levée de fonds dont je n'ai pas parlé parce que voilà, c'est en train d'évoluer. Ils vont avoir besoin de mettre de la transversalité dans leurs activités et également de structurer un petit peu l'organisation de l'entreprise. Voilà. La difficulté, la question je me pose par rapport à ça, finalement c'est la capacité financière finalement de l'entreprise à recruter finalement quelqu'un de qualifié sur des emplois qui ne soient pas directement de prod. Concrètement, la croissance aujourd'hui d'une entreprise innovante, quelque part, enfin, le recrutement, il concerne plutôt les ingénieurs R&D. J'ai un projet de R&D qui est financé avec l'argent de ma subvention. Bah, voilà, j'ai la masse salariale pour recruter un ingénieur R&D. Voilà, donc, je vais recruter aussi un commercial. Mais la partie un peu chapeau, appui du dirigeant, c'est effectivement un peu ce qui fait défaut. Merci beaucoup. Alors, une autre question, pourquoi le Canada a-t-il choisi TKMS pour la fourniture de ses sous-marins, pardon, et non la France?
Ça, faudrait poser la question à Naval Group. Les Allemands, effectivement, sont des concurrents. On a aussi une histoire avec le Canada, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez du contrat Australie en 2021, qui, sous pression des Américains, a été annulé entre la France et l'Australie pour fournir des sous-marins. Il faut savoir il y a maintenant pas mal d'années, on devait vendre aux Canadiens des sous-marins nucléaires et la veille pour le lendemain, le contrat avait été aussi comment dire, interrompu, supprimé. Après, c'est une loi d'offre et de la demande. Moi, j'ai pas les éléments du marché pour répondre. Après, Naval Group a de très gros succès. Voilà, donc voilà, TKMS, c'est un concurrent sérieux, mais je pense que Naval Group a de très belles réussites. Voilà. Et aussi cette capacité, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la marine française n'opère que des sous-marins à propulsion nucléaire. Et Naval Group a cette capacité à produire des sous-marins conventionnels, même si la marine française ne les opère pas. Merci. Alors, pourquoi insister avec l'EMR qui est destructeur de valeur? Alors ça, voilà, c'est un avis. Moi, je vais vous faire une réponse quelque part de mix énergétique. Je suis personnellement issu du milieu du nucléaire. Je crois profondément, effectivement, aux réacteurs de quatrième génération et j'essaie de développer, effectivement, cette énergie-là. Aujourd'hui, les champs, quelque part, les champs produisent. Aujourd'hui, il y a des garanties dans des structures de valeur. Je ne sais pas en quoi, si la question porte sur comment dire, la protection de l'environnement. On n'a jamais pêché autant de coquilles Saint-Jacques que sur le champ de Saint-Brieuc. Ce qu'il faut savoir également, c'est que une fois la construction terminée et donc la mise en service lancée, les champs comment dire, d'éoliennes en mer sont ouverts aux pêcheurs, sont ouverts à la pêche, aux activités professionnelles. Et les règles comment dire, de prévention de l'impact environnemental, voilà, qui sont imposées par l'Union européenne, c'est la directive cadre stratégie en milieu marin, sont tellement strictes qu'aujourd'hui, l'impact environnemental est maîtrisé. Le sujet sur les EMR, après, c'est une affaire finalement, de quelque part, de modèle économique et de coût d'achat de l'électricité. Voilà. Donc nous, enfin, je veux dire, au niveau de l'écosystème, il y a un objectif politique qui est fixé, il est cohérent avec ce qu'ont fait d'autres pays plus en avance que nous là-dessus. Et derrière, donc, c'est contribuer à apporter quelque part la réponse industrielle et éclairer nos entreprises. Et s'il y a un marché, bah, il faut aller dessus de façon opportune et efficace. Alors, la France possède le deuxième domaine maritime mondial. Comment expliquez-vous, concernant les énergies renouvelables, que l'énergie marémotrice ne soit pas plus développée par rapport notamment à l'éolien? Est-ce une question d'investissement, de technologie, d'impact sur l'environnement, de Alors volonté voilà, politique? alors c'est une question. Alors il y a un an, enfin la réponse, elle est à la fois technologique. Je vais vous donner l'exemple, effectivement, euh, comment dire, d'énergie euh, qui utilise effectivement le courant et enfin, oui, c'est le courant de marée, mais par rapport au barrage de la Rance. Et c'est donc ce qu'on appelle l'énergie hydrolienne. On a mis dans une zone de courant très important entre Ouessant et l'île de Molène, une hydrolienne qui était opérée par une entreprise qui s'appelait Sabella. Effectivement, aujourd'hui, mettre quelque chose sous l'eau avec du fort courant, la pression de l'immersion, la corrosion fait que c'est un enjeu technologique qui est compliqué. Et voilà, donc c'est un véritable défi. Il y a peut-être des progrès. On recommence à en faire maintenant du côté de Paimpol, également du côté du Raz-Blanchard. Voilà. Mais on n'a pas, enfin, les zones sont relativement limitées. La technologie, elle est quelque part, elle est quand même complexe. Et donc, on ne délivrera pas autant d'énergie qu'on pourrait avoir avec des champs d'éolien en mer. Maintenant, le barrage de la Rance est hyper rentable, fonctionne très bien. Et d'ailleurs, euh, puisque c'est public, je renvoie les domaines quelque part de surveillance maritime. Voilà, EDF s'intéresse maintenant à la partie détection dans la zone d'approche. Donc, il y a eu des appels à manifestation d'intérêt lancés pour la surveillance, effectivement, des approches du barrage de la Rance. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question.
Donc, grande richesse de la R&D, mais domaine de multiples technologies, nombreuses contraintes, soucis de taille et de passage à l'échelle. Alors, comment prioriser et choisir les CAPEX d'un point de vue de la souveraineté du pays? Alors, voilà, c'est un vrai enjeu. Alors, déjà, pour les dirigeants d'entreprise, il faut effectivement choisir ses batailles, choisir ses bons cas d'usage. Et donc, et ça, c'est un premier défi. Après, le maritime est quelque part est comment dire, et que peut, l'analyse est toute, enfin, l'analyse dans la question est tout à fait pertinente. C'est un marché qui est atomisé avec des petits flux, et donc ça, forcément, ça va poser des questions aux investisseurs. Donc, on va avoir un vrai sujet. Alors, ce que l'on fait, ce que font certains établissements bancaires, et c'est aussi un peu, je contribue aussi à l'élaboration, de politiques sectorielles. Je pense que la façon d'y répondre, c'est au niveau des investisseurs, c'est de travailler à une politique sectorielle maritime pour là aussi choisir ce qui sera rentable, identifier ce qui sera rentable. C'est ce qui a été fait pour la défense. Aujourd'hui, pour des critères de RSE mal interprétés, il y a encore 2 ans, 3 ans, on avait du mal à trouver des investisseurs dans le domaine de la défense. Aujourd'hui, pardon pour s'il y a des investisseurs dans la salle numérique, mais enfin, ce sont nos nouveaux meilleurs amis. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis bluffé par des entreprises là que je vois rentrer, par voilà, des gens assez jeunes qui arrivent à faire de très belles levées de fonds en ce moment. Voilà. Mais maintenant, c'est comme pour l'IA, la bulle de l'IA. Enfin, je pense qu'il faut passer les effets de mode. Moi, ma recommandation, et c'est de travailler à une politique sectorielle de manière posée, de façon à bien identifier finalement les cas d'usage qui vont être rentables en termes de chiffre d'affaires sur un marché non seulement national, mais surtout à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore le temps de poser peut-être une ou deux questions. Alors, l'Ukraine, sous contrainte de son invasion, a développé un leadership mondial dans les drones militaires. La France possède un territoire maritime incroyable et ne semble pas développer de leadership mondiaux associés aussi remarquables. Comment l'expliquez-vous et ou comment l'amplifier? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, les deux grands domaines d'activité de driver des drones maritimes, comme je vous l'ai dit, c'est la défense d'une part, et puis l'éolien en mer d'autre part. Voilà, globalement. Et la connaissance et la surveillance environnementale aussi. Voilà, mais qui est un marché qui est plus limité. S'agissant de la défense, on a, ça fait des années qu'on utilise des drones et on va le faire de manière plus importante. Alors, les premiers à avoir été livrés sont les Belges, c'est le domaine de la guerre des mines, voilà, qui reprend de l'ampleur. Maintenant, la vraie réflexion, c'est l'intégration dans le combat naval. Aujourd'hui, la marine française a comment dire, une approche un petit peu différente de celle des autres marines, c'est qu'elle a réussi à fidéliser son personnel. Et aujourd'hui, elle conçoit sa stratégie d'emploi des drones, non pas sous une contrainte RH, c'est le cas de certains autres pays que je citerai pas, mais, mais en travaillant vraiment à une doctrine d'emploi qui n'est pas forcément simple à établir, mais de combiner des moyens qui sont armés, des moyens qui ne sont pas armés. Donc c'est pour ça que le développement du marché en France des drones, il est quelque part, il a été un petit peu plus lent. Aujourd'hui, le sujet, avec l'exemple de l'Ukraine et des drones low cost, explose complètement. Donc il y a effectivement une vraie réflexion. Et aujourd'hui, nous, on voit arriver effectivement de nouveaux acteurs qui vont être sur des sujets de production massive de drones. Parce qu'il est vrai que, mais aujourd'hui, on a des entreprises en France qui vendent plusieurs milliers de drones sous-marins par an. On en est quand même là aujourd'hui. Voilà. Euh, et aujourd'hui, nos entreprises travaillent sur le marché à l'Ukraine. On a des dispositifs, un dispositif qui s'appelle Brave, qui est mis en place par le BRAVE, qui est mis en place par l'Ukraine, avec la France, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, pour permettre d'accéder au marché ukrainien. Voilà. Donc aujourd'hui, donc, nos entreprises commencent quelque part à en bénéficier. Là où il faut être vigilant en termes d'investissement, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine est effectivement sur un ramp-up, mais
on espère tous que ce conflit s'arrête un jour, donc il y aura un ramp down aussi à gérer. Voilà, donc on va, je veux dire, pour répondre de manière synthétique, on est parti quelque part modestement et lentement, aussi parce que le marché, les éoliennes ne se sont pas développées comme on le souhaitait, et là on est dans une phase un peu de quelque part d'accélération qui va vers finalement de la massification et du low cost. Parfait. Bon, Merci beaucoup. Ça va être le moment de merci. conclure. Pardon. Merci Maëlle. Alors, merci Frédéric. Merci à tous pour votre écoute. Alors, vous retrouverez ce replay sur notre page LinkedIn Delville Management. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une prochaine Delville Academy en septembre. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et de très belles vacances. Bye bye à tous.